Et attends, tu aimes Verhoeven? Alors j'ai un vrai truc à vous dire. On m'a contacté pour faire le clip de campagne de Nicolas Dupont-Aignan. Je croyais que t'allais dire Nicolas Hulot. Nicolas, encore mieux. Et j'ai failli faire un truc dans, tu sais, genre, oui, parce qu'il veut faire genre un bagne à Kerguelen, tu vois, un truc de fou. Et j'avais vraiment envie de faire un truc genre des militaires à Kerguelen. Voulez-vous en savoir plus? Cliquez ici, tu vois. Je me suis dit non, c'est un piège, c'est un traquenard. Fais pas ça. Non, mais voilà. Écoute, la réalité alternative où t'as fait ça est suffisamment belle pour que ça suffise. Non, parce que je me suis dit, ça se trouve, il va accepter. Ça se trouve, ça va se faire. Et ça se trouve, il y a des gens qui vont prendre ça au premier degré, vont trouver ça super bien. Il y a des gens qui ont pris Starship Troopers au premier degré. Donc. Sachant que j'enregistre, je peux l'utiliser comme bonus, ça? Si tu veux. Vous vous rappelez quand vous étiez enfant? Votre émission de télé préférée? Vous vous amusez encore aux jeux vidéo, je parie? J'ai passé l'âge de ces conneries. Je te propose un voyage dans le temps. C'était là dans le temps, c'était un tube. Cela me rappelle un tas de souvenirs. Je suis trop vieux pour ces conneries, moi aussi. Tous ces moments se perdront. Il n'y a qu'un moyen de le savoir. On fait le bilan, calmement, se remémore en chaque instant. D'accord, faisons comme ça. La seule conclusion que je peux en tirer est que Nous ne sommes pas trop vieux pour ces conneries. Nous ne sommes pas trop vieux pour ces conneries. Tu penses. Nous ne sommes pas trop vieux pour ces conneries. Ouais. Bonjour, vous écoutez On n'est pas trop vieux pour ces conneries, le numéro de la vraie reprise. J'espère que ça roule pour vous et que cette fin d'année ne se passe pas trop mal. En tout cas, je suis content de vous retrouver pour un épisode qui reprend la formule habituelle. Je suis donc entouré par 3 invités, 2 habitués qui ne se sont pas rencontrés autour de mes micros et un nouveau. Je vais m'empresser de les saluer en commençant par Sartman. Bonjour. Salut. Comment ça va? Bah ça va super, voilà. Très heureux de revenir dans ton podcast. La dernière fois que tu étais venu, c'était pour le Mondial 98. La Coupe du Monde 98, ça nous a porté chance. On a gagné la Coupe du Monde 2018 grâce au podcast, hein, je crois. Donc non. Bah écoute, la France te remercie. Voilà, t'en refais un avant le Qatar l'année prochaine, hein, faut qu'on refasse. Oh là là, je trouverai une formule rien que pour toi. Écoute, si avec ça. On rappelle que tu es l'animateur de Pourquoi Buffy c'est génial. C'est ça. Et que tu participes aux autres podcasts du groupe 13, dont JDR Academy et Viens on fait des films. Exactement. On leur fait des gros bisous, hein, d'ailleurs, mes Bah, collègues. Et que tu es monteur réalisateur dans la vie. Dans la vraie vie, ouais. Tout ça. J'oublie rien? Non, je crois que c'est tout. J'ai un enfant, j'ai 39 ans. Et voilà. Le groupe sanguin? À plus. C'est vachement bien. J'ai plein de plaquettes aussi. Écoute, si en plus tu as ton pass sanitaire à jour, c'est parfait. Tu es toléré dans cette salle de réunion qu'on a louée pour l'occasion. Avec nous, on a Nicolas, qu'on ne présente plus, mais qu'on va présenter quand même. Coucou. Alors, avocat, historien, membre de plus en plus actif de Conspiracy Watch. Absolument. Et parmi les émissions auxquelles tu as participé, il y avait le plus récent, c'était Babylon 5, donc ça commence à dater. Ouais. On a fait le 11 septembre dans la catégorie événements historiques aussi, qui était un peu moins funky que la Coupe du Monde 98. Oh, on a rigolé. Et enfin, il y a notre nouveau venu que je pourrais presque éviter de présenter, surtout si vous êtes gros consommateur de podcasts, de streams, de jeux. Mais pas de raison pour qu'on passe cette étape. Bonjour Fibre Tigre. Bonjour César. Je vais me contenter d'énoncer quelques-unes de tes casquettes, tu compléteras. Tu es le créateur de l'émission Games of Roll, dont la 5e saison est en cours de diffusion sur le Twitch de Mister MV. C'est un univers de jeux de rôle qui est maintenant canonisé et dispo sous forme imprimée chez l'éditeur Eldercraft. Tu es également auteur d'un certain nombre de projets dans les mondes du jeu vidéo, de la fiction interactive, dont la gamme Out There. Tu as signé des BD, des livres-jeux, des fictions sonores et à toi, est-ce que j'oublie des trucs? Non, ça va. C'est vrai qu'aujourd'hui, Game of Thrones, c'est toute ma vie, mais dans ces nouveaux médias, c'est très fragile. Donc, le temps que les gens écoutent le podcast, peut-être je serai déjà sur autre chose. Et en tout cas, j'espère que ça va durer un petit peu. C'est juste un truc, c'est la 6e saison. Mais pardon, 6e saison. Ah d'accord, il y a un volume 6 alors. Oui. D'accord. Et si, il y a des podcasts que tu fais aussi. Oui. Un certain nombre. Oui, un podcast sur les maths qui s'appelle Trajectoire, un podcast sur le jeu vidéo qui s'appelle Quête latérale. Voilà, moi, n'ayant pas d'enfant, j'ai étrangement du temps libre. Mystérieusement. J'ai dit ça uniquement pour justifier ma non-productivité en fait. Je précise, j'ai un enfant et je confirme. Ouais. Je te remercie d'avoir attendu aussi longtemps pour voir l'arrivée de cet épisode, puisque ça fait presque un an, peut-être plus en fait, qu'on parle de cette émission sur les mystérieuses cités d'or. Oui. Et donc on va se lancer. Merci à vous 3 d'être avec moi pour évoquer ce qui est l'un des plus grands représentants de l'animation française. Le XVIe siècle. Des 4 coins de l'Europe,
de gigantesques voiliers partent à la conquête du Nouveau Monde. À bord de ces navires, des hommes avides de rêves, d'aventures et d'espace, à la recherche de fortune. Qui n'a jamais rêvé de ces mondes souterrains, de ces mers lointaines peuplées de légendes, ou d'une richesse soudaine qui se conquerrait au détour d'un chemin de la cordillère des Andes? Qui n'a jamais souhaité voir le soleil souverain guider ses pas au cœur du pays Inca, vers la richesse et l'histoire des mystérieuses cités d'or? Avec tes deux meilleurs amis, à bord du Grand Condor, tu recherches les cités d'or. L'une des traditions de ce podcast, c'est de lancer les éventuels nouveaux venus sur le sujet qui les fait venir. Tu vas garder la parole, Fibre, pour nous présenter à ta manière les mystérieuses cités d'or. Sachant que, concrètement, il y a 14 personnes qui nous écoutent, et donc 13 qui savent ce que c'est, mais... Non. Alors, les mystérieuses cités d'or, c'est un dessin animé déjà, c'est bon. Non, moi, qui a été diffusé pour la première fois en 1982. Qui a une première saison très caractéristique et qui ensuite, c'était diffusé sur service public, et ensuite sur TF1 a repris la licence, et en 2012, 2016, 2020, ils ont fait 3 autres saisons, sachant qu'à la fin de la 4e saison, il y a la fin totale qui clôt l'univers entier, et la fin de la première saison, même si ça a terminé bien l'arc, ça ne terminait pas l'univers. Voilà. C'est un dessin animé très surprenant parce qu'il a une grosse composante historique réaliste avec des documentaires à la fin. Et donc on croise des personnages comme Pizarre qui a vraiment existé par exemple. On est dans des lieux réalistes comme les Nazca ou Machu Picchu. Voilà. Et il y a des composants très étranges comme des mechas. Voilà. Les constellateurs versus mechas. Voilà. Et ça va même encore plus loin puisque il y a l'irruption d'une race mystérieuse qui s'appelle les Olmecs et on bascule même dans la science-fiction, et même, alors, je vais aller très loin, je déflore un sujet, mais pendant 3 minutes dans certains épisodes, on va quasiment dans de la science-fiction très étrange. C'est des thèmes qui sont plutôt repris par la suite, où on parle de plans, je sais que tu es sur Conspiracy Watch, mais de plans global pour inverser l'axe de la Terre, tout ça. C'est une idée qui est éliminée par la suite. Bon, c'est une narration qui est un petit peu exotique. En tout cas, c'est un dessin animé qui m'a marqué, et j'espère en parler pour ça. On va tous raconter notre découverte dans un instant. Vous voulez rajouter quelque chose, David ou Nicolas, sur la présentation du truc? Peut-être pitcher en 2 mots l'histoire. Vas-y, Sartman. Alors c'est l'histoire d'Esteban. Esteban, c'est un enfant qui a été élevé en Espagne, mais on apprend très vite qu'il vient pas d'Espagne, il n'est pas espagnol, il vient peut-être du Nouveau Monde, peut-être d'ailleurs, et il est pris sous son aile par Mendoza, un solide gaillard, lui complètement espagnol, il le fait embarquer sur un bateau vers ce qui s'appelle le Nouveau Monde, à la recherche donc, de ces mystérieuses cités d'or. Et derrière, il y a un petit texte au début de chaque épisode qui nous met totalement dans l'ambiance. Le 14e siècle, les 4 coins de l'Europe. C'est ça, qui nous met complètement dans l'ambiance de ces mystérieuses. Enfin, tout est mystérieux, tout est étrange, tout est incompréhensible. Et c'est l'histoire de ça, d'un groupe d'Espagnols, et pas que, et d'enfants qui ne sont pas espagnols, vers le continent sud-américain à la recherche de gloire et de fortune. Fortune et gloire, comme dirait Indiana Jones. Qui se trouverait au détour d'un chemin de la cordillère des Andes. Nico ? J'ai pas grand chose à ajouter, je crois que tout est résumé. C'est une série qui pour moi c'est un peu un ovni dans la mesure où elle a un fond historique extrêmement fort, mais elle bascule également dans la SF, et elle reprend même des théories qui avaient été énoncées depuis quelques décennies sur l'Atlantide, sur l'Empire de Mu. Et quand je suis gamin, je vois ça, je comprends pas grand chose en fait, mais plus tard ça m'a véritablement intéressé à toutes ces légendes. Mais c'est vrai que c'est une série qui raconte les aventures d'enfants dans un monde d'adultes et dans un univers qui est extrêmement cruel, qui est celui de la conquête de l'Amérique du Sud et de l'Amérique centrale par l'Espagne. Un monde extrêmement violent.
qui est d'ailleurs aussi porteur d'ambitions parfois complètement dingues, à savoir notamment la recherche de l'Eldorado et la recherche de la Cité d'Or et même des Cités d'Or. Je rebondis sur l'aspect historique que tu évoquais. En fait, c'est, je pense, pour beaucoup de Français, la première fiction historique, en fait. C'est-à-dire le premier bac à sable historique à la Dan Brown ou à l'Assassin's Creed qu'on peut connaître aujourd'hui. Je donne un élément de précision quand même, c'est que la série est inspirée d'un livre qui s'appelle La Route de l'Or de Scott Odell. Et c'est très adapté puisqu'il n'y a pas de méca dans le roman de Scott Odell, mais on retrouve les points marquants. C'est-à-dire il y a Mendoza, il y a Sancho Pedro. Mendoza est beaucoup plus cruel. Et il y a notamment la vallée des fumerolles avec et le trésor et l'Eldorado. Juste pour préciser, on est à une époque un peu entre deux pour le dessin animé en France. On est quelques années après Goldorak et quelques années avant la vague Dragon Ball, Senseiya, etc. Donc c'est pas encore justement l'Eldorado du dessin animé pour les têtes blondes de l'époque. Et du coup, question suivante, si je demandais votre découverte, à quel âge et comment vous avez découvert la série, quel effet elle a eu sur vous d'emblée? Vas-y, Fibre. Moi, comme je suis vieux, je l'ai découvert en 82. Mais le problème, c'est que quand on est petit, donc j'avais 4 ans, puis au fil des révisions, 6 ans, 8 ans, j'ai même pas compris la nature. Aujourd'hui, on sait qu'une série télé, il y a un début, une fin et des gens dedans qu'on va retrouver de façon sérielle. À l'époque, je n'avais pas trop cette notion-là. C'était juste ce grand oiseau doré. Mais après, quand elle a été rediffusée fermement en 94 sur France 2, là, j'ai fait une revisite complète de la série, des 39 épisodes. Et d'ailleurs, en fait, je ne l'ai pas trop revue depuis, parce que j'ai envie un peu de l'oublier pour la redécouvrir, parce que ça fait partie de moi, quoi. Mais c'est là, effectivement, que j'ai compris que c'était très intéressant. Et quel effet ça a eu sur toi? Qu'est-ce qui t'a passionné dans cette série lors du premier ou du second visionnage, en fait? Les musiques sont exceptionnelles. Voilà. Les musiques sont planantes. Sont faites par Haïm Chaban et Shoki Levy, qui tous les deux sont devenus des millionnaires ensuite, puisqu'ils ont fait Santa Barbara, je crois, des choses comme ça. Ils ont racheté la licence Power Rangers. Ils ont créé la licence Power Rangers. Ouais, d'accord. Mais il paraît qu'à l'époque, ils composaient, ils n'avaient pas une thune, et genre ils dormaient dans le studio de composition sur un matelas par terre, donc une histoire folle. Et la musique est exceptionnelle. Il y a un sentiment d'étrangeté permanent, c'est-à-dire qu'on a ces enfants, comme tu l'as dit, avec lesquels on s'identifie, sont très familiers, mais ils sont dans un pays inconnu, face à des choses inconnues, des dieux inconnus, où ils ont des noms étranges, des rituels inconnus, et ils vont pas rencontrer d'autres enfants à part Tao, mais qui est arrivé à l'épisode 5, je crois, et là, ils sont en permanence face à des choses étranges, et on va dire ça laisse une impression de mystère inachevé qui reste longtemps. Je crois que l'adjectif du titre n'est pas là au hasard. Ouais, puis ils sont jamais déstabilisés en fait par tous ces trucs étranges, ces adultes et tout. Enfin, eux, ils vivent leurs aventures à eux et ouais, moi ça me marque beaucoup ce trio, comment ils fonctionnent. Ils pensent toujours les uns aux autres et ils ont beau se retrouver au milieu de guerres, de massacres, de plein de choses comme ça. Ils avancent, ils n'ont pas peur. Enfin, c'est impressionnant. C'est absolument pas réaliste, mais c'est impressionnant. Ils ont le goût de l'aventure. Et je crois que c'est les seuls personnages de la série à avoir le goût de l'aventure. Parce que tous les autres, ils sont obsédés par l'or, ils sont obsédés par la gloire, par la conquête. Mais eux, en fait, ils ont cette espèce de pureté qui fait qu'on s'identifie forcément à eux quand on est gamin. Il y a un petit côté, je sais pas, j'ai envie de dire Club des 5-6 compagnons, j'en sais rien, mais dans les années 80 du moins, et t'as envie de vivre les mêmes aventures qu'eux, en fait. Tu t'en fous de l'or quelque part. Ce que tu veux, c'est progresser dans ta vie et justement vivre une vie telle qu'ils sont en train de la mener, avec un grand condor, avec tout plein de mécas. Et ça, l'insouciance, c'est important. Ils ont le goût de l'aventure. Parfois, Mendoza, malgré toutes ses qualités, toute sa force, va renoncer, va dire oh là, faut peut-être pas y aller et tout. Et eux vont toujours aller de l'avant, dire non, on y va. Je vais juste préciser quelque chose, c'est que contrairement quand même au Club des 5, c'est un groupe qui va se former. Et il y a une grande défiance au début, c'est-à-dire Zia ne fait pas confiance à Esteban parce que c'est un Espagnol. Enfin, il est perçu comme un Espagnol. Je pense qu'il est japonais. Habillé comme un Espagnol. Je pense qu'il est japonais, on pourra en parler, mais voilà. Et après Tao, quand il rencontre le groupe, il se déguise, il kidnappe Zia pour la garder pour elle, voilà. Et après, ils sont obligés de encore faire ami, et très longtemps, effectivement. Enfin, même si Mendoza veut pas rentrer dans l'aventure, Mendoza il est obsédé par l'or, et c'est que très très tard, vraiment l'épisode où il y a les Olmecs, où il commence à dire Sancho, Pedro, on se calme, on va sauver les enfants, c'est nos amis, j'ai appris à les aimer, tu vois, et on oublie l'or.
Mais il y en a comme Gaspard et Gomez qui jusqu'au bout, on va dire, périront dans les cités d'or. Enfin, périront avec des guillemets. C'est les vrais méchants. Entre guillemets. C'est ça. Sartman, t'as découvert? Ma découverte, alors j'en ai pas le souvenir précis, mais je pense que c'est les années 90. Mais j'ai découvert en faisant quelques recherches pour le podcast que la série avait été diffusée pour la toute première fois 2 jours après ma naissance. Donc c'est ma série. Et c'est pour ça qu'elle est pour moi, voilà. Mais moi je pense que ouais, c'est plus les années 90, parce que j'étais déjà ado et je commençais déjà, ou même peut-être la série a en partie fait ça. Je commençais déjà à être beaucoup passionné par l'histoire. Et voir voilà ce dessin animé qui mêle action et mystère et aventure et réalité historique entre guillemets, avec des énormes guillemets, avec ce documentaire à la fin qui, pour le coup, moi quand j'étais enfant, me plaisait pas tant que ça, mais me faisait comprendre que tout ce qu'on avait vu pendant l'épisode, c'était des vraies choses en fait. Et je pense que ça m'a beaucoup plu ça dès le début de se dire le passé, donc le 14e siècle, c'était au XVIe siècle, pardon, c'était comme ça, quoi. Donc la portée historique m'a beaucoup plu, je pense, dès le début. Nico? Je crois que j'ai découvert la première diffusion dans les années 80. J'étais tout petit, hein. Je devais avoir 3-4 ans, 4-5 ans. Et je comprenais pas tout, hein. Je regardais vraiment les images et c'était beau. Et j'écoutais la musique et c'était beau aussi. Et je comprenais si peu de choses que pour moi Esteban, c'était pas Esteban, je l'appelais Stéphane. Parce que en fait, je m'accrochais un peu comme Zemmour, hein, au prénom français. Et non, je déconne. Mais vraiment, j'étais loin de tout comprendre, mais j'étais en fait, et ça c'est quelque chose qui m'a jamais quitté, j'étais stupéfait, gamin. Devant la beauté formelle de la chose. Le générique, il était à tomber, mais que ce soit musicalement ou en image. Et puis ensuite, on voyait des gamins qui vivaient des aventures en Espagne, puis sur l'océan, et puis en Amérique du Sud, dans la jungle, en montagne. Et moi, ça m'attirait. Et là où je bascule définitivement en tant que gamin, c'est quand je vois le Grand Condor, quand je vois tous ces gadgets, entre guillemets, avec cette fascination qu'on peut avoir pour les cités d'or. Et véritablement, je crois, j'accroche vraiment tout gamin. Je dois être en maternelle à ce moment-là, à cette série. Mais comme je comprends pas tout, je ne retiens que le côté aventure. Ce n'est qu'au moment des rediffusions que j'apprécie la profondeur de la chose, notamment la reprise de toutes ces rumeurs mythologiques sur l'Atlantide, le mythe de Mu. Et c'est une série qui je crois que c'est la première série historique que j'ai vue de ma vie. Et c'est une série qui va largement contribuer à ma passion pour l'histoire, notamment mon intérêt pour la conquête, pour la conquista de l'Amérique latine. Moi, j'ai pas de souvenir précis de ma découverte de la série, dans le sens où j'ai toujours eu l'impression qu'elle était là, en fait. Moi, j'étais en 83, donc j'ai certainement vu pendant une des rediffs, avant même le passage lors de la rediff de 92 dont tu parlais tout à l'heure. Et du coup, j'ai toujours regardé dans le désordre et j'ai toujours connu le trio, hein, et en les trouvant sympathiques, sans que ce soit ma série préférée, parce que ça manquait de bagarre, en fait. Pour autant, j'étais continuellement fasciné par justement cette aura de mystère qui englobe l'intégralité de la série du début à la fin. Ça commence dès le générique et ça se termine avec le petit reportage qui est monté de telle manière qu'on ne peut pas ne pas trouver ça fascinant après, en plus, que tu as vu un peu plus tôt dans l'épisode. Il a fallu que j'attende quasiment ma majorité et que je redécouvre la série en VHS, vu que c'était le grand moment aussi où tous les coffrets immenses sortaient chez Manga Distribution, et donc ma soeur venait d'acheter Ken le Survivant donc, dans un autre délire, et donc j'enchaîne avec ça et je me dis purée, donc je découvre ça, je suis quasiment adulte et je me dis c'est hautement qualitatif. J'ai pas l'impression de redécouvrir une Madeleine de Proust parce que c'était dans mon ADN, tu vois, et j'étais dans un terrain connu, mais vraiment c'est là que j'ai été sensibilisé au fait que c'était graphiquement super, que musicalement c'était, je pense que je connais la musique par cœur aujourd'hui, alors que je l'ai vue que 2 fois cette série, et donc c'était frappant de dire que ce truc-là a été français, enfin franco-japonais. Mais tiens, transition tout trouvé, tu voulais parler de la coproduction Fibre? Ouais, en fait, non, on a évoqué ça juste avant le podcast, mais en fait, ça fait suite à un autre monument, peut-être que tu traiteras un jour, mais sans moi, parce que je connais très peu, c'est Ulysse 31. Ulysse 31, il est 51% français et 49% japonais.
Et les Mystérieux Cités d'Or légèrement différents. Il y a 51% japonais, 49% français, avec donc les grands noms, Jean Chalopin, Bernard Derriès, qu'on connaît bien. Et il se trouve que il y a eu en fait c'est un roman, La Route de l'Or, qui a eu un grand succès au Japon. Et j'aimerais aussi donner quelques théories de la conspiration. Désolé, Conspiracy Watch. Mais ça se passe au Chili, dans les Andes. Et en fait, il y a beaucoup de Japonais dans ces pays-là. C'est-à-dire, le président du Chili, c'était Fujimori. Tout ça, ça parle aux Japonais qui sont nationalistes. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, le premier épisode où il y a un flashback du père d'Esteban qui transporte son fils sur un navire. Il y a Mendoza qui se jette à l'eau, qui est avec Magellan et qui jette à l'eau pour sauver Esteban. Mais il est sur un navire, et quand vous regardez le navire, c'est une jonque. Voilà. Donc, je pense que le père d'Esteban est japonais, le prophète voyageur. Enfin, en tout cas, il était perçu comme japonais à la saison 1. Enfin, c'était le message qu'on voulait passer, hein, même que dans les guerres de Lodos, par exemple, ça se passe en Australie, sous le continent des dieux, qui se trouve être le Japon, et qu'il y a aussi beaucoup d'Asiatiques en Australie. Et on nous dit qu'il vient de l'Ouest à un moment donné. Voilà. Donc, on sait tout ça. Et donc, tout ça fait qu'il y avait un terrain propice à faire une production. Et ils ont commencé à travailler sans l'apport des Français. Et j'ai des vieux Animeland où dedans il y a le Grand Condor et le Solaris et Stebanesia avant le passage des Français. C'est très drôle. Le Solaris, il est en bois. C'est un navire en bois. Le Condor, il est en métal. C'est un vrai méca en métal, quoi. Et les deux enfants sont ils ont des grands yeux, une petite bouche, un peu comme. Voilà, les Cat Size par exemple, c'était vraiment un style un peu différent. Donc c'est aussi un truc, c'est que les Mystérieux Cités d'Or, ça a une patte unique. C'est-à-dire que le design des personnages, il est vraiment typé, on les a pas. Et même dans les saisons qui ont suivi, et je vais pas bâcher les saisons qui ont suivi, elles sont juste différentes, mais le design est un petit peu différent. Ouais. Même s'il y a un grand respect de l'œuvre initiale. Moi, c'est pendant la préparation de ce podcast que je me suis un peu vaguement en surface intéressé à l'aspect japonais de la chose. Je sais pas si vous avez eu l'occasion de voir le générique japonais. Oui. Je vous invite à voir ça. Déjà, la musique est différente. C'est complètement. Enfin, c'est le même. Pegasus Fantasy. Exactement ça. Exactement. C'est l'école nippone, quoi. En fait, c'est entraînant, etc. Ça n'a rien à voir avec la musique de Saban dont on parlait il y a un instant, quoi. Et bon, évidemment, pour moi, c'est très en dessous parce que j'ai déjà vu ça 100 fois. Mais je peux pas m'empêcher de demander quelle était la perception des Japonais pour ce truc-là par rapport à nous qui le mettons très clairement dans. Pour nous, c'est un truc patrimonial, quoi, dans l'animation. Et puis c'est facile. Est-ce qu'ils ont eu des saisons 2, 3 et 4, les Japonais ? Bah non. Voilà. Ici, ça a marqué tellement les gens. Les gamins qu'on était, et il faut préciser, on n'arrête pas de parler du Condor depuis le début, c'est le truc qui marquait le plus. Enfin, c'est vraiment, s'il y a un truc dont on se rappelle, même si on a vu vaguement les épisodes, c'est cet immense avion, c'est un avion qui ressemble à un oiseau en or. Enfin, ça sort d'un rêve, ce truc-là. Tu peux même pas l'imaginer. Donc, c'était de voir ça en vrai. Enfin, moi, dans ma question un peu plus tard, qui dit qu'est-ce qui vous a plu dans la série, pour mes notes, j'ai marqué en majuscule le putain de Condor. Que tu pouvais piloter sans avoir de permis de conduire ou quoi que ce soit. Hein. Enfin, les gamins, ils étaient capables de le piloter, le Condor, quand même. Non, mais là, c'était les gamins qui le conduisaient. Enfin, c'était pas les adultes, quoi. Par contre, l'influence au Japon, elle est compliquée. Déjà, c'est quelque chose de vieux. Au Japon, il y a une telle production qu'il n'y a pas besoin de refaire des rediffs à l'infini. Les Japonais, en fait, ils parlent pas trop sur Internet. Donc, c'est compliqué. Je vois les Mysterious Cities of Gold, c'est assez connu au Canada et en Amérique, avec des petites pincettes quand même. Mais oui, effectivement, c'est en France, en Belgique, en Suisse que ça marche bien. Et j'explore un petit peu, je retombe un peu sur mes pattes en vous demandant qu'est-ce qui vous a plu, vous, en énumérant les choses qui vous ont séduit d'emblée. Nico ? Beaucoup de choses. La dimension historique, tout d'abord, qui est mise au service d'une intrigue qui est hyper habile, qui ménage tous les rebondissements possibles et imaginables et que je trouve sans défaut. En fait, il n'y a pas de questions qui restent sans réponse, tout reste très cohérent, de mon point de vue. Hein. Et avec un côté à la fois un peu naïf lié aux enfants, mais également une dimension très adulte liée au personnage et au contexte historique. Et je pense notamment à Mendoza, qui est un personnage absolument remarquable. Moi, j'étais fan de ce personnage. Il pue la classe. Hein, ah oui, et puis il avait une épée, tout ça. Enfin voilà, et puis il avait une voix super chaude et tout. Franchement, non, il était. Moi, j'étais fan de ce personnage-là. Et on en reparlera, je pense, dans l'émission, hein, parce qu'il mérite qu'on y consacre quelques minutes.
Et le côté aventurier, ouais, me plaisait énormément. C'est au point que quand j'avais revu dans les années 90 la rediffusion, je crois passer le dimanche matin très très tôt, je vois le dernier épisode et j'ai envie de faire la suite en fanfic, clairement. Ouais. Bah, Fibre nous avoue avant que tu arrives qu'il l'avait écrite, lui. Oui, j'ai écrit une suite en fanfic. Mais ça se passe en Chine comme la saison 2. En fait, le seul élément qu'on savait d'une suite qui était prévue par Jean Chalopin à l'époque, c'était qu'à un moment, il y avait le Pavillon d'Or qui était un endroit au Japon. Donc on savait. Voilà. Et après, à la fin du 39e épisode, effectivement, à la toute fin, ils s'envolent dans Grand Condor vers l'ouest. Et je pense que c'était encore pour brosser les Japonais dans le sens du poil, mais il fallait respecter ça, c'est canon. Voilà. Sinon, sur les choses qui me plaisent, moi, je pourrais développer ça plus tard, mais c'est quelque chose qui m'a énormément apporté dans mon travail d'écriture aujourd'hui, et notamment quelque chose qu'on peut critiquer, qui est le rythme. Le rythme est lent. C'est-à-dire que comme Derrick est lent, voilà, aujourd'hui c'est très lent, surtout quand on voit la saison 2, on se dit oula, c'était lent quand même, mais c'est un rythme qui met bien les choses. Et il y a un culte du merveilleux, c'est-à-dire qu'à un moment, l'épisode des Amazones, ils rencontrent le fleuve Amazon. Et genre c'est un fleuve quoi. Il n'y a rien de moins spectaculaire aujourd'hui que voir un fleuve. Ils sont là, waouh, il est énorme ce fleuve. Et regarde, il brille au soleil. Et t'as une scène, t'as plein de 30 secondes avec la musique et tout. Ouais, et effectivement, on voit un serpent dans le fleuve, tout ça. Il y a beaucoup de passages très contemplatifs. Aujourd'hui, je pense effectivement que ça ferait criser n'importe quel enfant. Ils apprennent tout de suite. Mais moi, ça m'a laissé une très grande impression. Mendoza est un bon personnage. Et sinon, au niveau de l'ambiance générale, je trouve qu'il y a quelque chose d'assez unique, sans le vouloir, en fait, en reprenant les mêmes racines comme l'Empire de Mu, tout ça, les Atlantes. Ils ont recréé Flash Gordon, Slash, le Rayon U, Black et Mortimer, parce que les cités d'or, les cités d'or existent. On les voit dans le truc, c'est quelque chose qu'ils recherchent, et quand ils y arrivent, c'est une espèce de cité géométrique alien, tout en or, avec une puissance magique qui est l'enjeu en fait de toute l'histoire. Et je me suis transporté dans cette science-fiction du passé, mais version actuelle, implantée dans un bon contexte. Et ce que tu n'as pas dit, c'est que non seulement il y a des documentaires, d'ailleurs qui n'étaient pas rigolos, un premier épisode de documentaire, on voit, ils expliquent qu'ils arrachent le cœur d'un gars pendant les sacrifices. Ah, tu vois, t'as 4 ans, qu'est-ce qui se passe? Mais même, tu vois, dans l'épisode où il y a un bateau qui se coupe en deux en plein Atlantique, et il y a un feu de Saint-Elme, tu vois. C'est bizarre, tu vois. Mais en fait, c'est vrai, le feu de Saint-Elme, ça existe vraiment. Et ils en parlent même pas dans le documentaire ensuite. Il y a plein de choses qui sont réalistes et qui sont vraies et qui ont créé la réalité qui ont implanté dans une réalité ce document. Et Mystery City d'Or, et c'est vraiment très agréable. Et j'aimerais rebondir d'ailleurs sur les documentaires, j'en ai pas parlé. Gamin, quand j'étais tout gamin, ça me saoulait. Il me faisait presque peur en fait. Notamment, je me souviens de ta et après avec une espèce d'inca local qui regarde le soleil, moi ça me terrifiait. Et puis plus tard, j'ai su les apprécier à leur juste valeur parce que tu apprenais des choses, notamment dans un épisode remarquable où il traverse le Cap Horn, qui est l'endroit, la zone maritime la plus dangereuse du monde. C'est-à-dire que tu as un navire sur 2 qui se crache. Et en fait, le documentaire expliquait ça avec des images de maquettes. C'était super passionnant. Mais véritablement, les documentaires, ils apportaient un plus qu'on n'a pas retrouvé depuis dans d'autres dessins animés. Et même visuellement, ils étaient pas très jolis en fait. Moi, ce que je me rappelle, c'est que la caméra elle bougeait un peu, l'image n'était pas très il paraît très jolie. Ils étaient pondus en un jour. Ça a été c'était incroyable. Tu sens le truc, ça a été tourné à l'arrache au niveau du montage. Parfois, tu avais 2 fois le même plan. Enfin, c'était très très bien. Mais effectivement, là sur le côté sur le documentaire, moi, ça me fait préciser qu'il y a vraiment 2 visionnages de cette série, donc celle quand j'étais ado, et je l'ai revue il y a pas très longtemps avec mon gamin. Et j'ai pas du tout pensé aux mêmes choses. J'ai pas du tout apprécié les mêmes choses. Parce que vu si on était sur cette question du ce qui nous a le plus marqué, moi quand j'étais enfant, il y avait aussi ce truc qu'on n'a pas précisé, c'est que le côté voyage, c'est qu'ils ne sont jamais au même endroit. À chaque épisode, ils avancent. En gros, ils vont faire le tour du sous-continent. Ils avancent, ils rencontrent des gens, ils continuent, un nouveau paysage à découvrir, des nouveaux personnages à rencontrer. Enfin ça, j'aimais beaucoup. Et quand je l'ai revu adulte, cette série, et ben là, c'est tous les trucs un peu mystérieux, tous les trucs que maintenant je pouvais comprendre en tant qu'adulte qui m'ont plu. Et justement, ces fameux documentaires que j'ai trouvé beaucoup plus intéressants. Ah oui, donc tel truc, ça parlait de telle cérémonie qui vraiment existait, tout ça. Enfin, il y a vraiment c'est une série qui s'apprécie à tous les âges, j'ai envie de dire. Mais ouais. Alors moi je sais pas, c'est intéressant que tu poses cette question-là parce que je fais partie des mailing lists des fans, des cités d'or, tout ça. Mais je ne sais pas si j'avais des enfants, si je leur montrerais. Je pense que je serais déçu
sais, d'être ce père qui dit regarde Star Wars, Marvel, c'est trop bien parce que j'aime ça. Et en fait, ça le fait chier parce que la saison 1, elle est vraiment lente. Elle est vraiment, pour les jeunes, ça serait dur. Et ben, il a beaucoup apprécié. Et le Condor y est pour beaucoup. Il a évidemment apprécié le Condor. Mais oui, je suis pas du genre à imposer des choses. Ah non, j'avais pas sous-entendu que tu faisais ça avec ton enfant, mais je sais pas si. Avec un couteau sous la gorge. La liste de Schindler, il a pas aimé, je crois. Et pour le coup, on a enchaîné avec cette saison 2. Et là, on a arrêté au bout de 5-6 épisodes parce que non, il me dit, bah non, c'est nul. Je vous relancerai sur la suite dans un instant. Mais moi, on a déjà cité un nombre de choses assez conséquent, de trucs qui pouvaient être séduisants. Mais je trouve que la galerie de personnages, elle est parfaite en fait. C'est-à-dire au-delà du trio, tu t'attaches extrêmement rapidement à eux, alors que tu les découvres chacun dans une situation de rejet d'Esteban en fait. À chaque fois que tu rencontres un nouveau personnage, je parle de Zia et Tao, mais sinon tout ce qui est autour, Mendoza, on va y venir dans un instant, mais Gaspard et Gomez et Gaspard, donc la tête et les bras. On a Laurel et Hardy avec Sancho et Pedro. Tout ça, c'est incroyablement efficace en fait. J'étais vraiment saisi déjà à l'époque. Alors, gros bémol qui va briser avec le marteau de la réalité du cristal de la nostalgie, mais il y a quand même un truc qui pose énormément de problèmes aujourd'hui pour les gens qui nous écoutent. Ils disent mais ça a l'air trop bien et je vais regarder. Vous allez avoir un gros choc qui a été corrigé dès la saison 2. Le personnage de Zia est traité de façon très 1982, donc c'est pas la femme au foyer mais quasi. Elle rigole aux blagues d'Esteban qui est trop bien, alors elle est tout le temps en train de pleurer. Alors que c'est la meuf, genre elle a traversé 2 fois l'Atlantique, elle a été kidnappée, elle est super forte, elle sait lire les quipous, donc vraiment elle a tout dans son cocktail pour être une femme très forte, et elle est traitée vraiment nunuche. Voilà. Mais ça a été corrigé par la suite et excusez-moi, c'était il y a 40 ans, c'est bon. Oui, voilà. C'était une autre époque. Il y avait la peine de mort à l'époque. Fille. Ouais, c'est ça. Ouais. Non, mais par exemple, les Amazones, elles se laissent pas faire et elles mettent même Mendoza à terre à coups de poing. T'as Marinche, qui est un personnage historique qui a vraiment existé et qui vraiment est l'inca perfide et elle fait peur. Tu vois. Donc, il y a des personnages féminins forts, mais en tout cas, Zia, pas trop. Vu qu'on parle des persos, petit tour de table pour le perso préféré de chacun. Vas-y Nico. Juste une remarque avant de passer au personnage préféré. En fait, les persos ils étaient enrichis par le doublage parce que c'était vraiment des grands doubleurs. Mendoza, enfin j'ai plus leur voix, mais il y a quand même Jean Topard et Francis Lax pour Sancho, Pedro, et puis d'autres, voilà, commandant Gomez et tout ça. Ils ont vraiment tous des voix connues en fait qu'on a déjà entendues. Gaspard, il avait la voix du commissaire Dobet dans Starsky Hutch par exemple. Enfin bref, il y avait un doublage remarquable. Maintenant, sur les persos préférés, je l'ai dit déjà, alors il y a les gamins et il y a Mendoza. J'étais fan, je reste fan de ce personnage-là qui a un personnage complexe, voire presque compliqué, dans la mesure où c'est quelqu'un qui est un adulte, qui vit dans un monde adulte, qui a des côtés cruels et intéressés, qui vraiment recherche l'or. Il commence comme un antagoniste, comme un oui, mais il sauve de mémoire. Il me semble qu'il sauve quand même Esteban dans un flashback. Oui, tout à fait. Mais de manière intéressée et ça ou lui pas donne un d'ailleurs. ascendant. À chaque fois, c'est de manière intéressée jusqu'à la fin, comme tu l'as dit. Sauf qu'il fait que des gestes positifs, mais intéressés. Et je trouve ça incroyable en fait comme personnage. Oui, ça le rend super intéressant comme personnage. Au-delà de la classe, il est intéressant, il a une profondeur et il devient d'épisode en épisode, notamment à la fin, et à chaque fois que j'en parle, ça me bouleverse. Il devient un père de substitution en fait, pratiquement pour Esteban avant de le laisser partir. Oui, difficile de faire l'impasse sur Mendoza qui a pas de nom d'ailleurs, nom de famille, Jean-Luc. Allez, voilà. Jean-Luc. Non, c'est son prénom Mendoza. Et en fait, effectivement, déjà, contrairement à la saison 2, dont on va parler, je ne veux pas la bâcher toujours, mais où il est devenu plus petit. Je sais pas si vous avez vu, mais dans la saison 1, il est vraiment très grand. C'est-à-dire que vraiment à chaque fois qu'Esteban le regarde, Esteban lui arrive à la ceinture et on a l'impression que c'est une statue immense. Donc c'est vraiment le père Jésus-Christ. Bon, je vais essayer de dire autre chose que Mendoza parce que tu as bien dit. Avec l'âge, me vieillissant, je trouve que le personnage de Tao est intéressant. Parce que, encore une fois, mettre des gens de couleur noire dans des productions japonaises, il fallait se lever tôt à l'époque. Et parce que je sais que Nadia de Gainax, qui a des atomes crochus avec ses romans d'aventure, qui est un personnage africain, a eu beaucoup de mal en fait. Avait une afro au début, bref. Mais je sais que c'était compliqué, c'est un personnage intéressant. C'est un personnage d'autant plus intéressant qu'il est aussi antagoniste au début, il capture Zia, il s'oppose à tout le monde. Et c'est aussi le dernier
de sa, je veux dire, de son espèce, en tout cas de son peuple, mais voilà, et il a un héritage, c'est l'intellectuel du groupe. Voilà, et il est assez et aussi comme même si on dit que c'est un trio, c'est quand même Esteban et Zia. Et Tao, il est un peu mis de côté. Et c'est un personnage un peu mis à part. Voilà. Donc on est bien content de l'avoir pour qu'il déverrouille une situation. Mais voilà, c'est ça. Je l'aimais pas, lui. Je le trouvais arrogant, je le supportais pas. Moi, je voulais le voir mort. Bah oui, mais il est agaçant quand on est petit, mais c'était pas facile d'être lui, quoi. C'est pas, voilà. Donc il me plaisait. Moi, j'aurais dit Tao aussi. Bah, je vais d'ailleurs dire Tao, mon personnage préféré. Je l'ai trouvé trop fort. C'était le geek. Son perroquet. Moi, je vais dire Pichou. Non, mais c'était lui qui avait réponse à tout. Moi, j'étais fasciné par ses connaissances. Dès qu'il y avait le moindre truc, soit il regardait dans son bouquin, soit il avait la réponse. Enfin, je le trouvais super fort. Enfin, intellectuellement parlant, quoi. Et alors, je sais pas si c'est parce que j'étais un peu geek moi aussi, je ne sais pas, mais ouais, j'aimais beaucoup ce personnage de Tao. Et qui, oui, parfois quand il y avait la bagarre, il pouvait. Soit il grimpait dans les arbres, ça c'est bizarre quoi, pour se cacher, soit il donnait des coups avec son baluchon, mais voilà, c'était pas le dernier dans les scènes d'action. Donc, non, Tao, j'aime bien Tao. Moi. Moi je vais dire Pichou, comme ça on a la mascotte. Bon, on a fait le tour des personnages, le tour des scènes marquantes. Est-ce qu'il y a une scène qui vous revient tout particulièrement des années plus tard? Vas-y, Nico. Dernier épisode, quand, il va me prendre la mienne. Quand Mendoza est informé du fait, je crois, du fait que le grand prêtre qui est en train d'essayer de sauver le monde en descendant dans le tunnel avec, je sais pas, le truc nucléaire, enfin je sais plus ce que c'est. Avec le vase de Tao. Le vase de Tao. Le grand héritage. Et en fait, il a le grand héritage. Ah, merci. Le grand héritage, ouais. Et Mendoza comprend à ce moment-là que c'est le père d'Esteban. Et je suis incapable d'expliquer pourquoi. Enfin, la séquence, je la trouve brillante. Elle dégage une émotion. Et pourtant, elle est extrêmement sobre. Hein. Elle est extrêmement sobre. Ouais. Mais j'ai été, je suis vraiment ému quand j'en parle d'ailleurs, parce que là, comment dire, on en apprend sur le passé et le présent d'Esteban, et on apprend qu'Esteban va perdre son père. Mais je pense qu'il y a quelque chose dans la mise en scène qui révèle que Mendoza pourrait se réaliser comme père de substitution. Et ça me bouleverse à chaque fois, en fait. C'est vraiment ma séquence préférée. Après, j'ai d'autres séquences que j'aimais beaucoup avant ça. C'était vraiment les séquences d'action avec les mechas, etc. Mais je reconnais que cette séquence, en la revoyant, est très, très émouvante. Avant de repasser la parole aux autres, je rebondis parce que c'était la mienne aussi. Et je tiens à préciser que la paternité n'a rien à voir avec ça, parce que c'était le cas à l'époque donc de quand j'avais vu ça, donc en post-ado, quoi. Ouais. J'avais trouvé cette scène touchante, d'autant que avant d'avoir l'explication en tant que spectateur, il y a le bonhomme, donc le prêtre, qui pose sa main sur la joue d'Esteban, qui quand il le voit partir lui dit elle était étonnamment chaude, et ça crée une relation, et toi en tant que spectateur tu dis non quand même pas, et t'as la confirmation quelques temps plus tard. Et avant le retour du le retour de Jedi. Ouais. et t'as la en fait, ça m'a un peu brisé le cœur, en fait, de se dire que en fait, il va pas savoir, il passe à côté justement de ses origines, alors qu'elles étaient là, et il les a littéralement touchées du doigt, quoi. Mais Mendoza l'apprend, mais il révèle pas le secret, je crois. Il dit rien. Il va le garder pour lui, ce que je trouve d'autant plus tragique. On suppose qu'il reste un quart d'heure pour finir la série, et que c'est peut-être un peu tôt, et qu'à ce moment-là, je pense on imaginait tous à un moment qu'il y avait potentiellement une suite. Je crois qu'à un moment, il y a genre Pedro qui veut dire, et Mendoza il dit non, tu lui dis pas. Peut-être j'imagine ce truc. Ça me dit quelque chose aussi. Et je crois que c'est plutôt japonais ça, mais après, voilà, si on s'arrête là, c'est ça. Mais après, quand il y a les autres saisons, ils ont un peu retcon le truc, et c'est un peu bizarroïde, mais bon, voilà. Ouais, du coup, toi, t'as tes scènes marquantes? Alors, c'est vraiment. Moi, j'aime toute la série en totalité, donc c'est compliqué, mais j'aime beaucoup tout ce qui est avant le Condor. Voilà, c'est un peu bizarre. Moi, je suis pas fan du Condor parce que je trouve que l'émerveillement est vraiment très fort. J'aime énormément le passage du Cap Horn, où toute cette traversée en mer est extraordinaire. Moi, je suis né à Toulon, donc je voyais la mer par la fenêtre, et voilà, ça m'attachait à ça. Et le Solaris. C'est un navire du peuple de Mu qui ressemble à une sorte de porte-avions étrange, mu par le soleil. Et vraiment, avec sa musique lente, là, c'est extraordinaire. Et quand ils activent le Solaris
et qu'il y a genre 100 rameurs à bord mécaniques. Ouh, c'était un bon moment. J'ai bien aimé. J'étais très triste quand il a été détruit. Ouais, mais c'est un peu le syndrome Indiana Jones, c'est-à-dire on te donne des cadeaux et tu les détruis, quoi. Voilà. C'était complètement Indiana Jones cette série. Enfin, moi je les mets dans la même case, quoi. Le côté, on arrive à te rendre sexy de l'histoire, en fait, des recherches historiques, de l'archéologie, alors qu'en vrai c'est pas du tout sexy ce truc-là, mais par l'intermédiaire de l'aventure et du fantastique, on te rend l'exploration de l'histoire super fun, quoi. Et ouais, c'est pareil. Et toi, t'as des moments qui te viennent en tête? Ouais, moi j'ai une scène qui m'a beaucoup marqué pendant longtemps. C'était quand il pense avoir trouvé les cités d'or et que c'est juste une cité éclairée par les rayons du soleil d'une certaine manière, et on croit que c'est les cités d'or, et c'est pour ça. Et il y a un truc, et puis pareil, comme tu dis, le côté contemplatif, ça dure longtemps. Il y a des portes qui s'ouvrent, je crois. Il y a la musique super forte et tout, plus aucune parole. Et on voit et tout, des plans très longs, on est émerveillé et tout, puis après le soleil se couche, et ah bah non, c'est pas ça et tout. Et il y a tout il y a tout le sens de cette quête dans cette scène, quoi. C'est que, bah oui, mais non, en fait, c'est pas grave de les trouver ou pas les trouver, quoi. Ce qui compte, c'est le voyage et tout. Et ouais, ça m'avait marqué. Tu penses, ils les ont trouvés. Oh, mais non, ils les ont pas trouvés. L'arnaque, quoi. Ouais, non, mais ça m'avait beaucoup marqué, gamin, là. Cette illusion d'optique. Je m'en souviens maintenant, et je me souviens de la déception. C'était pas tant pour moi que pour les personnages. Ils ont traversé je sais pas combien de mers, et ils ont failli se faire bouffer, tuer un endroit. Et tu te dis même, mais en fait ils les trouveront jamais, c'est ça, quoi. Je me souviens qu'à ce moment-là, je crois Maître dit en fait elles existent pas. C'est ça. Et bah tant pis. Il y a un truc qu'on n'a pas cité, c'est l'ouverture des portes de la Cité d'Or, voilà. qui dure vraiment 1 minute 30. T'as vraiment la porte, elle s'ouvre tout doucement. Ça fait 38 épisodes que t'attends et elles sont derrière. Et voilà, c'est vachement bien, quoi. Mais il y a Felindra qui pousse la tête de tigre très très lentement. Ouais, mais là non, mais au moins voilà, t'as ta récompense. C'est pas aussi lent que les Mondes Engloutis, qui était un autre délire. Et c'est pas aussi cheap, mais c'était ils ont bien géré. Mais moi, le rythme est très bon. Ça me faisait bader les Mondes Engloutis. Il y a une scène, c'est peut-être ça doit être la scène qui précède l'ouverture de la cité qui n'est pas la cité d'or, où en gros, si je me souviens bien, ça me revient maintenant, il y a Esteban qui est continuellement avec son médaillon incomplet parce que Mendoza garde l'autre moitié, et il se rend compte qu'il faut 2 médaillons, donc celui d'Ia et le sien. Et la scène est précédée de Mendoza qui s'agenouille devant Esteban pour dire, il y a comme une espèce de passage de relais ou de transmission, où tu vois que Mendoza est de moins en moins noir, et que son gris s'éclaircit. Et il a un léger sourire. Alors, c'est peut-être moi qui transforme le souvenir, mais il lui transmet le truc. Traduction, non, ça y est, bon, bah, en fait, t'es pas ma propriété, pardon. Tu dois accomplir ton destin. Et moi, je me souviens qu'il y avait une force évocatrice à cette scène-là qui m'avait beaucoup marqué. Médaillons qui sont placés sur la poitrine d'une statue, d'une déesse. Voilà, c'est très érotique. Ça, ouais. Est-ce qu'il y a des trucs qui, à l'époque ou aujourd'hui, vous paraissent moins bons? Clairement, le traitement de Zia, ça c'est sûr. Et également, il y a des passages un peu cringe qui, à mon avis, passeraient pas aujourd'hui à une relecture moderne. Tao qui genre crée un sous-marin avec du bambou. Voilà, ça c'est pourquoi une telle puissance d'un coup, tu vois, c'est un peu ça passe pas très bien. Par contre, tout ce que j'aurais jeté à l'époque, genre le rythme lent, tout ça je le regardais. C'est un peu avec l'âge. Voilà. Et puis il y a des passages. En fait, les Olmecs, je sais pas quel est votre avis sur le sujet. Donc, moi, je t'en posais la question pour ça. Je donne un contexte. Donc, les Olmecs, c'est une culture qui a vraiment existé. Et tout ce qu'on a des Olmecs, c'est une grosse tête. Voilà. Et on sait rien sur eux. Et donc, ils se sont dit, chouette, comme on sait rien sur eux, on va en mettre la totale. Et donc, les Olmecs, on s'aperçoit que c'est des créatures limite chtoniennes, qui sont les descendants mutants des Atlantes. Et une histoire très floue. Et en fait, on est projeté dans une sorte de mauvaise SF à un moment, qui retombe sur ses pattes parce qu'il y a encore des très beaux mechas et de très belles choses, mais effectivement, c'est un peu étrange à ce dernier tiers de la série. Ouais, les Olmecs constituent une vraie civilisation brillante, etc., dont vont s'inspirer d'ailleurs les civilisations ultérieures, Aztèques et autres.
Et ils n'ont rien à voir en fait avec les espèces d'extraterrestres de Roswell qu'on voit dans la série. Mais bon, après la série présente les Olmecs effectivement comme les descendants des Atlantes. Hein, c'est ça. Ce qui leur donne un côté véritablement bizarre, voire flippant. Mais moi j'adore. Pour moi c'est pas un défaut, mais ils me faisaient terriblement peur quand j'étais gosse, parce qu'en plus ils étaient capables de ramper sur les murs, je crois, et de courir comme des malades. En plus ils avaient une certaine avancée technologique qui conférait à la série une dimension non plus tellement historique, mais carrément SF. Et on avait du mal quand même à saisir parfois leur motivation. En fait, ce qui posait problème avec les Olmecs, c'est qu'ils étaient intégralement méchants. Il n'y a pas un pour attraper l'autre, quoi. C'est-à-dire qu'ils méritent tous de mourir à la fin. C'est assez, c'est peut-être le seul défaut que je pourrais trouver encore. Ouais, je vais juste alors full spoiler, il n'y a pas de problème. Ouais, juste pour presser le contexte, parce que les souvenirs sont flous et c'est vraiment donné à des virgules. Mais en gros, l'enjeu de The Mysterious Tudors, c'est l'arme nucléaire. Enfin, c'est plutôt la puissance nucléaire qui peut être utilisée pour le bien ou pour le mal. C'est vraiment encore un thème qui est très présent chez les Japonais, à cause des bombes nucléaires et de l'énergie nucléaire en général. Et le secret des Mysterious Tudors, c'est l'arme nucléaire. Et il y a eu une guerre nucléaire entre les Atlantes et Mu. Et les Atlantes, Mu, ils ont quasiment disparu, sauf pour Tao et peut-être une autre personne. Et les Atlantes, ils se sont réfugiés sous terre et ils ont muté. Et c'est pour ça qu'en fait, on est théoriquement dans un monde post-apo, guerre, voilà. C'est ça le contexte. C'est des mutants. Mais bon. Pour autant, moi je me souviens, j'avais juste la connaissance que c'était inspiré d'une civilisation, voilà, parce que je me souviens, là pour le coup, je me souviens absolument pas d'eux dans mon premier visionnage quand j'étais gamin. Ouais. Et c'est quand je les ai, pour le coup, découverts lors du second visionnage, où je pouvais pas m'empêcher de les trouver un peu grotesques, parce qu'effectivement c'était un peu facile. En plus ils avaient un code couleur, violet, orange, rouge, c'était grotesque jusque dans leur accoutrement, quoi. Ils avaient une espèce de soucoupe volante, etc., qui face au condor, qui était stylisé. Aujourd'hui je me dis bon d'accord, deux civilisations différentes, etc., mais pour l'époque je fais c'est des méchants Wish, quoi, tu vois. Contrairement au condor, leur soucoupe volante entre guillemets, enfin pour les gens qui connaissent pas, c'est exactement les gardiens dans Zelda Breath of the Wild. Parce que je pense que c'est inspiré de la civilisation de Jomon, tu vois. Mais c'est encore une fois la patte japonaise. Mais eux, ils ont une arme. Ils ont des lasers. Donc le grand condor n'a rien du tout. Voilà. Mais moi les Olmecs, j'étais pas fan du tout. Et ça m'avait même fait presque décrocher. Je sais que la fin de la série, j'étais beaucoup moins assidu, j'ai dû louper des épisodes. Alors, quand j'étais gamin, depuis j'ai tout revu, mais parce que je m'étais dit non, c'est nul, non, justement tout ce côté réaliste, mais un petit peu fantastique, vite fait, qui m'avait plu avant. Et là je trouvais que c'était trop facile. Je me disais voilà, ils nous sortent des mecs avec une technologie de l'espace là, et ça m'avait fait décrocher un peu à l'époque. Pas fan des Olmecs. Et pour moi je m'étais je sais pas, peut-être limité à leur apparence, mais pour moi c'était des extraterrestres. Non, c'est trop facile. Je préférais quand on était sur du vrai réalisme, de la vraie histoire. Ça c'est vrai. Je rajoute juste un petit peu de nuance, parce que c'est vrai que factuellement ils sont tous méchants, vraiment, et même quand il y a un qui essaie d'être gentil, c'est une ruse, tu vois. Mais à la toute fin quand même, Maître Ménator est dans les bras de son lieutenant, qui lui dit regardez, vous allez mourir, mais notre rêve se réalise, parce qu'ils ont enfin la puissance. Et en fait ils sont quand même en désespérance totale, puisque leur race s'éteint, ils sont stériles, ils ne vont plus pouvoir vivre, et ils sont tous congelés dans des cryostases ou je sais pas quoi. Et ils n'ont même pas d'énergie pour la soutenir, donc vraiment ils essaient de trouver n'importe quelle solution. Et en plus il y a un fond les autres sont des sous-races, puisque ce sont les descendants de l'Empire de Mu, donc c'est nos ennemis. Donc bon, voilà, c'est passé. Tout ceci est compréhensible, et ils sont pas dénués d'honneur entre eux, on va dire. Merci pour cette réhabilitation express des Olmecs. Ce contexte. La question suivante, c'était justement comment cette série elle vous accompagne aujourd'hui. Et tu vas garder le micro, parce que tu nous disais que ça t'avait beaucoup aidé dans ton écriture. Moi, c'est vraiment un modèle qui m'a formé. Je suis à l'école des Mysterious Tudors, parce que notamment le double épisode chez les Amazones, où vraiment il y a cet aspect de on injecte du merveilleux sur un fleuve alors que c'est juste un fleuve.
Il y a, c'est une intrigue un peu à la Temple du Soleil, ils sont capturés, ils invoquent le soleil, tout ça. Il y a vraiment beaucoup de relations humaines complexes et il y a aussi une non-violence, l'air de rien. C'est-à-dire que face au canon des conquistadors, face aux rayons de Maître Minator et de sa machine volante, ben en fait ils ont rien, ils ont quelque chose qui marche à l'énergie solaire, un vaisseau, et ils ont juste on va dire leur débrouillardise et aussi la connaissance et le respect de la culture. Et ça c'est si vous pouviez définir Game of Thrones, ce serait exactement ça. Donc c'est exactement l'esprit de ce que j'ai essayé de mettre dans ce que je produis. Surfman Ouais, je cherche. Ouais, j'ai cette passion de l'histoire. Et de rendre. Je reviens au même, mais ouais, rendre sexy un truc historique. Je suis sur un projet en ce moment pareil, j'écris un truc qui se passe au Moyen-Âge et en fait. Quand j'y repense, oui, il y a plein de passerelles à faire entre ça. Alors moi, ça se passe au XIIIe siècle, mais on est sur un truc naturel, un événement naturel qui peut être interprété d'autres manières. On peut y voir autre chose. Et oui, il y a sûrement de cité d'or là-dedans. Donc ouais, c'est pareil, ce côté rendre l'histoire sexy pour, au final, non pas dire des contre-vérités, mais intéresser le spectateur ou l'auditeur à ce qu'a vraiment été l'histoire, quoi. C'est une éclipse. Hein ? C'est une éclipse. Non, je n'en dirai pas plus. D'accord. Nico ? Moi, ça m'avait énormément intéressé à l'histoire et aussi à toutes ces mythologies autour de Mu et de l'Atlantide. Donc je m'étais renseigné en fait. Dès les années 90, j'avais cherché à bosser sur le sujet. Je me disais, mais est-ce que ça a vraiment existé ? D'où ça sort ? Et au fur et à mesure que j'en apprenais sur le sujet, en fait, il s'avère que c'est de la foutaise, hein, mais Mu et l'Atlantide sont des mythes qui ont une longévité certaine, mais qui ne sont que des mythes. Et qu'on revoit dans la culture populaire, notamment chez Hugo Pratt avec Corto Maltese, hein, parce qu'il y a toute une BD qui est consacrée à Mu. Mais ça m'avait prodigieusement intéressé, ce concept de civilisation disparue. Tel que ça avait été développé par les Mystérieuses Cités d'Or. Et moi, c'est une série que j'ai revue récemment. Je l'ai montrée à ma compagne il y a quelques temps, dans la version Blu-ray. Et en fait, on s'est éclaté. Et je pense que je voudrais que ma fille elle regarde cette série et j'espère qu'elle va aimer. Parce que c'est plein de bonnes valeurs, ça vous apprend quelque chose sur l'histoire, ça vous apprend quelque chose sur l'aventure, ça vous apprend quelque chose en fait sur le concept même d'ambition presque. C'est-à-dire que ce qui compte, c'est pas tellement la destination, ce qui compte, c'est le voyage. Et tout le monde apprend à la fin. Sauf ceux qui meurent, bien entendu. Mais en tous les cas, même quelqu'un comme Mendoza... Pour eux, la destination avait quand même un... Mais même quelqu'un comme Mendoza, qui est... Par certains côtés, il n'aurait pas croisé les enfants, il restera dans l'histoire comme une crevure. Il est complètement différent à la fin. Ouais, il a changé. Il est parti avec un petit sac d'or, précisons, à la fin. Ouais, mais justement, je trouve ça classe. Je trouve ça classe parce que ça fait partie de ces personnages qui disent bon, ok, on a tout perdu, mais pas tout à fait. J'ai quand même réussi à voler 5000 tonnes d'or. Et on voit ça dans plein de films. On va investir dans la pierre. Juste une toute petite précision, je sais que tu le sais, mais précisons-le. Les mythes de l'Atlantide, c'est environ moins 300 avant Jésus. Enfin, il apparaît chez Platon, moins 300, et que le mythe de Mu, c'est 1950. C'est beaucoup plus récent. Même 19e siècle, je crois. Je crois que c'est. Non, 1950, c'est un truc New Age. C'est juste quelqu'un qui a dit, tu sais quoi, l'Atlantide, ça marche bien, on va créer la même chose, mais dans le Pacifique. Et ça s'appelait Mu, voilà. La Lémurie, je crois. La Lémurie, ouais. Je savais pas que c'était aussi récent. C'est peut-être au 19e siècle. Je crois, en fait, ça commence au 19e et ça rebondit, je crois, dans les années 50-60. Et à ce moment-là, tu as tout plein de théories sur ce que j'appelle les théories Stargate, c'est-à-dire les théories comme quoi les pyramides ont été bâties par une civilisation supérieure, qu'elle soit humaine, intraterrestre ou extraterrestre, justement. Et Mu, revient dans ce contexte-là. C'est-à-dire que Mu sert d'explication, comme l'Atlantide, à de pseudo-points communs qu'on retrouve de civilisation à l'autre, tels que les Incas ou les Égyptiens. Enfin, alors que ça repose sur rien, hein, c'est vraiment de la foutaise, mais c'est quand même des théories qui percent au cours des années 50-60. Ouais. Merci pour ce debunking, Nico. Moi, j'ai un gamin qui a 2 ans, donc c'est beaucoup trop tôt.
Mais justement, toi, tu disais que tu voulais la montrer à ta fille, mais à quel âge tu penses que c'est? Parce que toi, tu l'as montré à quel âge, Sartman? Il avait 6 ans. Est-ce que c'est. Il a beaucoup aimé. D'accord. Ouais. J'aurais dit que c'était peut-être un peu tôt, mais. Je dirais 5-6 ans, ouais. Bah, je l'ai vu à 4-5 ans, hein. J'avais adoré. Hein. Donc 5-6 ans, je dirais, ouais. C'est quand même un produit fait pour les enfants, donc ouais, à part des petits moments un peu où parfois tu lui expliques un peu des trucs, globalement, on voit pas de sang, on voit pas de. Enfin, c'est quand même fait pour les enfants. Et les reportages, il les a appréciés ou... Non, mais en fait, il voulait tu laisses, parce que il regardait pas, mais parce qu'après le reportage, il y a le générique de fin, et il voulait absolument voir le générique de fin. J'ai une anecdote sur le reportage, c'est que à la fin, Jean Topard il dit toujours au revoir, à bientôt, au revoir, à bientôt. Avec cette voix dingue. Sauf dans le Jean dernier Topard. épisode. Ah oui. Je crois qu'il dit genre adieu, mais un truc hyper triste. Ou alors il dit juste au revoir, tu vois. Au revoir. Non, mais vraiment, ouais, c'était. Ouais, je me souviens d'avoir ressenti ça, ouais. Une vive émotion. Ouais, parce que sans doute parce que il y avait des velléités à faire une suite, mais en fait, moi je me souviens quand j'étais gamin, on parlait de non, mais c'est que la première partie, il y aurait une autre, et donc il a fallu attendre 2012. Pour ça, je te lance dessus dans un instant, Fibre, parce que je crois pas que vous ayez vu la. Si vous avez commencé le début de la saison 2, mais j'ai arrêté très vite. Ouais. J'ai rien vu. Moi, le seul truc que j'ai aujourd'hui, c'est l'envie de montrer ça. Je vais vous spoiler des trucs, vous allez pas comprendre. Vas-y, apparemment Mendoza il est petit. Donc... Mais moi, le truc que j'ai encore aujourd'hui, c'est que typiquement je le fais de moins en moins là parce qu'il a moins besoin de ça, mais je lui chantais le générique un soir sur 3 pour qu'il s'endorme, mon petit, parce que c'était le truc qui, je pense, et le générique, les paroles étaient dans mon ADN, quoi. Et donc quand je lui changeais sa couche aussi, je lui passais la musique. Ouh, t'es pas une enfant du soleil là. Ouh là là. Ouais. Alors Fibre, la saison 2, 3 et 4. Saison 2, 3 et 4. Alors déjà, si on se place vraiment en entité objective totale, ce sont des bonnes séries. C'est-à-dire si on n'a pas aimé la saison 1 et qu'on l'a pas vu quand on est petit, ce sont des bonnes séries. Parce que en fait, les scénaristes, les producteurs, ils ont eu ce génie, cette idée forte de dire on va faire une série pour enfants. Et ils n'ont pas fait une série pour les vieux qui ont 20 ans et qui regardent 20 ans après. Et c'est vrai que c'est très différent parce que les personnages sont conservés, mais c'est de la 3D, cel shading. Donc déjà, c'est beaucoup mieux animé. Les personnages ont beaucoup plus d'expression. On est moins dans le théâtre, presque japonais d'ailleurs, des premières saisons. Et les proportions sont un petit peu changées. Il y a aussi une voix qui a changé, mais c'est vraiment anecdotique. Le scénario est intelligent et il fait même des références, notamment au tout début, au livre. Tu vois, donc vraiment, ils ont voulu bien faire. Donc là, le rythme est déstabilisant parce qu'effectivement, il se passe 10 000 trucs. Et en fait, c'est un peu comme... il commence niveau 0, tu vois, dans un jeu vidéo au début de la saison 1, il termine au niveau 2 à la fin de la saison 1, et là, au niveau de la saison 2, ils vont passer au niveau 99 très rapidement. Ils ont le Grand Condor, c'est genre un métro, ils s'arrêtent où ils veulent, tu vois, avec, ils font le tour du monde avec, ils ont beaucoup d'artefacts, ça va très 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 vite. Et voilà, il se passe des choses. Alors, il y a qu'est-ce que je pourrais vous dire? Alors, ça se passe en Chine. Ouais, non, on est déjà spoilé. Mendoza est petit. Moi, j'ai pas prévu de les voir. Il a plus d'épée, il a un gun. Bon, tu peux y aller. En Chine, au Tibet, où il y a une première. Alors, ils vont trouver il y a 7 cités d'or en tout. Ils vont en trouver 5 autres, sachant que le twist, c'est que la 7e, il faut la construire. Voilà. Et il y en a. On a une au Tibet. Ensuite, il y a quelque chose au Japon avec une cité d'or sous-marine. Ensuite, ils vont en Arabie, en Iran et ils vont en Afrique ensuite. Mendoza trouve une amoureuse. Oh non. Voilà. Le père, qui est d'abord une antagoniste qui s'appelle Libara, je crois. Isabella, en tout cas. Libara. C'est une antagoniste et son père, et finalement, elle succombe au charme de Mendoza à la fin de la saison. Oh, c'est plutôt cool. En fait, ils s'entendent pas au départ et voilà, c'est ça. J'aime bien. Pendant une saison entière. Voilà. Et alors, le père d'Esteban n'est pas mort. Il revient. Il revient. Il est capturé par le méchant qui s'appelle Zarès, qui dispose d'ailleurs de la machine de Ménator. Voilà. L'antagoniste, en fait, c'est une sorte d'ordre alchimique qui veut s'approprier l'héritage des Atlantes et de Mu pour améliorer le monde, tout simplement. Et donc, voilà,
c'est très différent et c'est très différent, mais tous les marqueurs, en fait, en vrai, objectivement, tous les marqueurs qu'on a dit, l'historique, il est là. C'est-à-dire, on a les moines Shaolin, le temple, etc. Les documentaires sont là. Ils ont fait des documentaires. Le générique d'intro, je vous invite à l'écouter. Je les ai tous écoutés, je trouve plutôt efficace. Non seulement c'est bien, mais en plus, quand c'est africain, t'as les petits tambours. Quand c'est chinois, t'as la petite guitare chinoise, tout ça. Donc vraiment, ils ont bien fait les choses. Voilà. C'est le seul truc, c'est que ça va à 200 à l'heure. Tu peux pas te poser, en fait. T'as pas ce moment de 3 minutes où ils découvrent une cité. Voilà. Et qui te marque. Voilà, voilà. Du coup, effectivement, j'en ai vu 3 saisons et elles m'ont beaucoup moins marqué que la première parce que ça allait trop vite. Mais et niveau mise en scène et les personnages, ils sont fidèles à nos souvenirs. Oui, alors non, il y a Zia qui est bien plus. Oui, pour les raisons que tu as évoquées. Woman Power. Ça avait fait un petit bad buzz d'ailleurs à l'époque, en disant oh c'est quoi cette peste. J'avais vu ça sur de toute façon, je connais aucun fan, mais même moi, honnêtement, je n'aime pas ces saisons, mais je peux pas dire qu'elles sont mauvaises, tu vois. Et aucun fan n'a apprécié la saison 2, ils sont tous comme toi, ils ont regardé un petit peu, ils ont arrêté. Il y a des nouvelles dynamiques parce que en fait, on apprend que, alors spoiler, que Esteban est un descendant des Atlantes, donc que Tao, qui est descendant de Mu, il n'apprécie pas du tout ça, donc ils se disputent. Voilà, il y a François Ier aussi, j'ai envie de dire. Il y a une cité d'or au château de Chambord. vraie histoire. Hein. Ah bah attends, non mais il y a du Léonard de Vinci dans l'eau du coup. Oui, c'est ça. En fait, Léonard de Vinci a décidé de l'endroit où on allait faire le château de Chambord pour créer les fondations de la 7e cité d'or, qui est nécessaire. Pourquoi ? Parce qu'à un moment, il y a aussi, tu as cité, il y a des Stargates. Donc, il y a des Stargates d'Orichalque. Donc, il passe du cœur de l'Afrique à Chambord. Et donc, en fait, il y a une des conséquences de la guerre Mu-Atlante, c'est qu'il va y avoir une menace céleste qui va tomber sur la Terre et qui va tout détruire. Et la 7e cité d'or va pouvoir les sauver. Donc, il y a cette idée écologique un peu dans l'air du temps, mais pas trop non plus. La toute fin, ils vont dans un autre plan de réalité. Et c'est bizarroïde, voilà. Mais il y a peut-être des gens qui ont kiffé. Voilà. Mais paradoxalement, si j'avais des enfants, je leur montrerais plutôt la saison 2, 3, 4. Directement ? Ouais, parce que la saison. Parce que ça va vite. Je pense qu'ils seraient là. Oui, peut-être c'est plus l'époque. C'est fait pour son époque. Ouais. Moi, j'avais vu au moment où c'était sorti, j'avais assisté à une conférence du type qui avait réalisé la saison 2. Et il avait l'air très cool, très passionné. Ça m'avait donné envie de voir et tout. Donc je me dis, ouais, ça va être bien. Mais bon, bah voilà. Il avait dit que pour les documentaires, il tenait, il avait expliqué qu'il voulait absolument qu'il y ait les documentaires, alors que les chaînes lui avaient dit bah non, on s'en fout des documentaires. Enfin voilà. Et lui, il voulait absolument que ça soit comme la première saison. Mais donc, il avait dû faire ces fameux documentaires un peu tout seul. Il expliquait qu'il était parti seul avec sa caméra. Filmer des trucs un peu rapidement, un peu du coup comme la saison originale à l'arrache quoi. En mode reconstitution aussi ou... Non mais tu sais filmer ce qui se passe, les foires, et puis un peu de stock photo aussi, mais c'est ça, mais voilà, il avait fait un peu tout à l'arrache. C'est fidèle à la saison originale quoi. Ça, c'est une très bonne initiative. Cependant, les deux documentaires ont un énorme problème. C'est qu'il y a Pichou qui est en commentateur. Oui, c'est vrai. Oui, c'est lui. Arrête. Genre il dit vas-y, raconte-nous l'histoire. Ah non. François Ier. Attends, mais oh. D'accord. C'est ambitieux ça quand même comme changement. Ouais, Pichou, Jean Topard, c'est pas pareil. Grand écart. Ça m'a complètement. Je suis explosé là. Mais par contre, alors il y a un truc qui est vrai pour les grands fans, c'est qu'à la fin de la saison 4, c'est terminé. Et on peut plus, il n'y a pas d'ouverture possible. Voilà. Qu'est-ce que toi tu disais que tu conseillerais directement la saison 2 à 2 enfants, mais à des adultes à la saison 1 bien sûr. Oui, parce que du coup j'embraye sur la question un peu rituel de fin, où est-ce que ça se revoit ou se revoit. Bon bah on est plutôt d'accord pour au moins tenter le coup avec nos progénitures respectives. Ouais, et puis leur laisser le choix, ça si ça leur plaît pas, évidemment, on n'est pas des tortionnaires. Alors, pour les gens qui sont pauvres et qui veulent une solution légale. Alors, je sais pas si c'est légal, mais ça m'a l'air légal. C'est que tous les épisodes sont en HD sur YouTube. Voilà. Et sur France Télé, sur le stream de France Télé. Alors, sur la TF1, il y a tous les épisodes de saison 2, 3, 4, mais la saison 1, elle est full. Alors, elle est en 4/3, elle est full sur YouTube. Alors, je pense que c'est pas légal, mais regarder YouTube n'est pas illégal. Donc, vous pouvez le faire, on va dire, la tête tranquille.
Oui, parce que justement, ça avait l'air d'être un peu compliqué la diffusion de ces saisons 2 à 4, parce que ça avait commencé en 2012-2013 et ça s'est terminé seulement dans cette année. En 2020. Et puis même alors, je ne sais pas ce qu'il en a été de la production, mais rien que la diffusion, on est passé de chaînes tradies à des plateformes ou des trucs comme ça, non Non, c'était sur TF1 quoi qu'il arrive et la 3 en Belgique et je sais plus quelle chaîne en Suisse. Mais évidemment, mais en fait, en vrai, comme la rediff de 94, c'était à 6h du matin un samedi, hein, mais faut pas déconner. Donc voilà, là ça devait être à 6h du matin sur TF1, j'étais pas levé. Donc, mais par contre sur le replay de TF1, il est possible qu'ils soient encore là. On va jeter un œil ou deux. Ce qu'on peut envie. Ce qu'on peut faire, c'est regarder le replay pour les fans, regarder le replay des derniers épisodes de chaque saison. Parce que comme ça, vous avez les rapports, les grands reveals, quoi. Voilà. Est-ce qu'il y a une autre série, parce que celle-là, elle est clairement dans le panthéon, je disais tout à l'heure, on la considère comme la série acceptable pour toutes les familles, tu vois, françaises, y compris chez Famille de France ou des trucs comme ça, tu vois, on va pas filer du manga ou des trucs comme ça. Est-ce qu'il y a une autre série contemporaine ou d'une autre époque qui vous paraissent aussi acceptable, enfin passe-partout De l'époque n'importe quand. Juste pour rebondir sur Famille de France pendant que je réfléchisse. Vas-y. C'est que oui, la série si vous êtes des catholiques pratiquants, sachez que le premier épisode se passe dans un monastère et rien de mal n'est dit sur les franciscains. Voilà. Donc c'est vrai que la religion elle se fait pas tailler. Voilà, quel que soit d'ailleurs le dieu qu'on vénère. Sinon, après, c'était un vivier. Alors, Miss 31 c'était bien, mais Nils Holgersson pour citer les productions Dick, Les Oies Sauvages, Les Trois Mousquetaires. D'ailleurs, sachez qu'il y a comédie musicale Les Mystérieux Ciders à Paris. Oui, en ce moment. c'est vrai. Qui vient de commencer en plus d'ailleurs. Et aucun de nous n'est allé voir, alors on n'a pas bien bossé. En fait, moi j'étais très inquiet parce qu'en fait c'était rapidement contexte. Je commence à ressortir ma tanière parce que j'ai ma double vaccination et donc c'est le tout début de cette année scolaire là. Et je vois une affiche dans le métro et ça commence 10 jours après que je vois l'affiche. Et je regarde sur le web, il n'y a qu'une page Facebook qui est alimentée avec un clip vidéo reprenant le générique original. Et donc, tu sais, ça simule un tourne-disque, tu vois, et tu dis, ok, mais montre-moi des images de la prod. Et en fait, il n'y avait rien, et il semblerait que, sans le chercher, la seule fois où je zappe de ma vie en étant chez quelqu'un, je tombe sur un reportage à la télé qui montre vraiment les images, et donc le casting. C'est avec chouette ou pas les personnages se ressemblent, en fait. Évidemment, il y a deux interprètes pour chaque personnage enfant, puisqu'ils n'ont pas le droit de les faire bosser trop souvent. Il y a un Pichou en mode marionnette sur l'épaule de Tao. Et en fait, c'est une séquence qui a duré 1 minute 30, donc j'en ai pas vu beaucoup entre les snapshots de la comédie musicale et les interviews des comédiens. Et ce qu'ils ont montré, c'est à mon avis la scène finale où tu as tout le monde qui est sur l'estrade qui chante le générique, tu vois. Donc en fait, je sais pas en fait. Et si c'est certainement marrant pour les parents nostalgiques qui ont des gamins et qui doivent les occuper un dimanche matin, parce qu'à mon avis c'est pas des séances à 19h, mais bon pour information, il y a ça qui tourne en ce moment sur Paris. En dessin animé qui aime bien les Atlantes et Mu, pour Mu il y a l'Empire des 5. Oui, Voilà. il y a même les nazis dedans. Ouais. Les méchants sont des Loigor qui sont tirés de la mythologie Lovecraftienne. Ouais. Et en Atlante, on a évidemment Nadia. Nadia, je voulais citer Nadia, qui est un peu en miroir des Cités d'Or, je trouve. Le truc à regarder peut-être 1 ou 2 ans après, quoi. Ouais, c'est ça, si on a aimé les Cités d'Or, je pense que Nadia. C'est encore plus complexe, je trouve. Encore plus dur peut-être à voir. On retrouve plein de mêmes thématiques. Alors, si vous voulez vraiment faire un trip Nadia, il faut faire Laputa Castle in the Sky. Et après Nadia qui est le copier-coller en série. Et après Atlantide de Disney qui est copier-coller de Nadia absolument incroyable, no shame quoi. Et voilà. Entre temps il y a aussi un jeu vidéo qui s'appelle Secret of Mana qui est très inspiré de Laputa Castle in the Sky, qui est vraiment un truc fondateur. Voilà. Mais c'est vrai que Nadia, alors ça me paraît évident maintenant que tu l'as évoqué, Fibre, mais c'est en plus un peu le même exercice dans le sens où il y a réécriture et de légende et intégration de la culture, donc Nemo, etc. Tu vois, de 20 milieux sous les mers. Le steampunk qui rencontre Robotech, qui rencontre les Cités d'Or, j'ai envie de te dire. Il y a ça aussi, et les deux personnages, il y a Nadia et Jean, donc Tao et Zia, Esteban et Zia. Il y a aussi une petite fille, je ne sais plus son nom, qui est un animal. Marie. Marie, voilà, qui est un animal, donc le lion. Donc là, on a les Tao avec Pichou.
Et voilà. Et après, on a Sancho et Pedro littéralement avec Gladys. Donc, sachant que là, il y a quand même un twist de fin qui est assez surprenant, c'est que il y a un des gars de Gladys, donc Sancho, Pedro, là, qui termine avec Marie. Voilà. Et ben j'ai trouvé ça bien, moi. Moi j'ai trouvé ça bien. C'est un peu bizarre parce que quand même il a 30 ans, elle a 4 ans. Les faits sont prescrits. Voilà. Mais ouais, il y a sinon il y a un Nautilus qui se transforme en machine volante. Voilà, il y a des trucs très cool. Il y a le Nemo qui est super badass, pareil, avec une grosse voix et tout. Il y avait une série dans les années 80, et t'en as parlé César, mais je sais pas si elle est aussi accessible, c'était Les Mondes Engloutis. Bien sûr. Et en termes de délire, je trouve que ça se rapproche des Cités d'Or, mais je trouvais, pour le coup, je trouve que la comparaison elle est intéressante. Je trouvais que cette série était beaucoup plus anxiogène. C'est la déprime cette série. Mais j'adorais par certains côtés, mais je trouvais que c'était un peu le même concept que les Cités d'Or, à savoir une aventure tous azimuts. Un côté contemplatif, mais quelque chose... Une aura de mystère, ça je te l'accorde. Une aura de mystère, mais quelque chose de plus, abstrait qui, moi, me faisait un peu peur. Je regardais quand même pour le principe, je regardais tout, mais c'est vrai qu'en fait, c'est une série que j'ai découvert en même temps que Les Cités d'Or. Alors, Les Mondes Engloutis, déjà, musique de Vladimir Cosma, ça pose des trucs, tu vois. Générique, très bien. Scénario de Nina Wallmark, qui est, je crois, quelqu'un qui était proche de la mouvance communiste, etc. On a quand même des thèmes de l'Atlantide, puisqu'on a l'Orichalque, qui est le métal de l'Atlantique, c'est le grand Orichalque. Et en fait, je ne sais pas si vous vous souvenez, Arcana. Arcana, c'est la jeune femme, voilà. Et Arcadia, c'est le lieu. Avec la coiffe presque bretonne. Voilà, et il y a Spartacus. Et en fait, il y a une idée fondamentale hyper intéressante dans Les Mondes Engloutis, c'est que ils descendent dans la Terre, et plus ils vont loin, plus ils descendent dans les strates de la mythologie humaine. Et voilà, ils vont de strate en strate, et en fait, ils disent on arrive dans une nouvelle strate, ou une autre dimension en quelque sorte. Mais en gros, c'est comme si nos mythes s'étaient entassés comme les civilisations. Je trouve ça très romantique, et il y a une véritable fin, alors parce que c'est quand même pénible de regarder Les Mondes Engloutis. Je suis désolé pour les fans, c'est vraiment très très long pour le coup, et je sais pas si vous vous souvenez de la chanson des Pirates ou de Beat Les Back, ils en collent 4 ou 5 parfois parce qu'il fallait qu'ils rentabilisent le truc. Et il y a une véritable fin très intéressante. Est-ce que d'abord il n'y a pas une fin de saison 1 où ils arrivent alors ils découvrent ce pourquoi ils sont partis, et parce que le Chakma est en train de mourir, et ils réussissent à comprendre le pouvoir de l'Orichalque qui va soigner temporairement le Chakma. Mais il faut quand même, tôt ou tard, il va falloir partir, et donc ils trouvent un passage vers les étoiles, parce que tous ces gens-là viennent, enfin même les humains viennent des étoiles, donc voilà. C'est très, mais c'est très particulier. C'est une série particulière, mais vraiment elle mérite. Enfin, elle mérite de rester dans nos souvenirs plutôt que d'être revue, mais elle mérite d'avoir été vue au moins une fois, je pense. Parce que graphiquement, il y avait un même pouvoir de fascination, mais dérangeant, là, pour le coup, tu vois. Genre, le caractère design me laissait un petit peu... me dérangeait, quoi. Moi, c'était le syndrome téléchat face à cette série. C'était un peu, ouais. Ça me faisait, je trouvais ça très beau, j'arrivais à suivre, mais ça me faisait peur par d'autres côtés, en fait. On renvoie les gens sur le mini-épisode qu'on avait fait sur Téléchat. Téléchat, c'était weirdo. Là, je sais pas si vous vous souvenez, il y a des humains sans pieds, enfin sans jambes. Il y a des dans Les Mondes Engloutis ? Ouais, dans Arcadia, ils n'ont pas de jambes. Et en fait, la spécificité d'Arcana, ce qui les fascine, c'est qu'elle a des jambes, tu vois. Voilà. Oui, ça me revient. Oh là là. C'est drôle. Moi, j'ai jamais vu Les Mondes Engloutis, mais alors, à vous écouter en parler, ça m'intrigue quand même pas mal. Ce soir, tu vas te faire un petit apéro YouTube. Peut-être. C'est à voir, en fait. Non, mais vraiment, je crois que c'est à voir. Par exemple, intriguant, en tout cas. Par exemple, t'as, je sais pas, tous les ennemis. Enfin, t'as la Némésis, qui a une sorte d'être super puissant, il enferme les gens dans un goulag, tu vois. Et, un goulag dimensionnel, et c'est vraiment dans la neige, et voilà, enfin, c'est assez incroyable. Et, en fait, il y a des idées très fortes, mais la réal est datée, c'est vraiment dur, mais une musique fantastique, et ça pourrait être des plans fixes, tu vois, c'est très très beau. Nadia, ouais, c'est Nadia, ouais, je pense que... Ah non, mais ça me paraît tout à fait approprié, effectivement. On arrive à la fin de l'émission. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose, qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas évoqué, sur lequel vous vouliez revenir Je cherche. Moi, je dirais... En fait, qu'il ne faut pas hésiter, si cette émission vous a plu et que vous ne la connaissez pas, de regarder le premier épisode des Mysterious Cités d'Or, de regarder le générique, déjà regarder le prologue,
qui va vous, enfin, tu sais, la phrase, le 16e siècle, hein, parce que ça me rappelle d'ailleurs, JDR, le poème Les Conquérants de Heredia. Voilà. Ouais. Donc c'est un peu inspiré de ça. Donc déjà, tu vois, ça pose le. Puis en plus, c'est bizarre, on voit des galaxies. On dit, il y a des galaxies. Pourquoi il va parler de conquistadors? Et puis ça zoome sur la cordillère des Andes, tout ça. Le premier épisode est très bien parce que il est bien implanté et c'est l'aventure. Je sais pas si vous vous souvenez. On reste à Barcelone. Non, ils partent à la toute fin, mais Mendoza, il va voir Esteban, il lui dit. J'ai piqué le meilleur de ton père, mais tu me fais pas chier, je t'ai sauvé quand t'es petit, et maintenant tu me suis, t'as pas le choix. Il dit non, je veux pas partir. Tu pars quand même. Il embarque Zia, il la kidnappe. De force et aussi. on voit vraiment qu'il a un plan, tu vois. Et le dernier plan de la saison 1, enfin de l'épisode 1, c'est il regarde les nuages, les deux enfants, ils se découvrent. Ils regardent les nuages font les formes des dieux de Quetzalcoatl, tu vois. Et tu te dis, ok, c'est cool, ça va être l'aventure, j'ai envie de voir le 2, tu vois. Donc c'est chouette. Bon, voilà. Vous regardez au moins le générique, au moins après, si vous avez apprécié le premier épisode, et normalement vous êtes acheteur. Bah merci messieurs, c'était cool de se faire cette petite séquence. Merci à toi. Merci. On finit par le petit tour de table habituel avec nos actus respectives ou les choses que vous vouliez raconter. Sartman. Je vais enfin sortir un nouvel épisode de mon podcast Pourquoi Buffy c'est génial à la fin de l'année normalement. Quel épisode tu vas regarder? Alors ça on le dit pas, c'est secret. Les auditeurs le découvriront en téléchargeant, mais on le dira en off. Au moins on enregistre le 20 décembre, donc normalement à la fin de l'année il y a un nouvel épisode en ligne. Et concernant le podcast auquel je participe, la JDR Academy. Je fais un clin d'œil à Fibre parce qu'on a joué à un de tes jeux, on a joué à Aria la dernière fois. C'est fantastique. 3 épisodes au moins. Ouais. Et vous avez fait la campagne avec Claveau, Arance, tout ça? Alors attends, moi j'ai juste joué. Alors attends, on a fait plusieurs sessions. Il y en a 3 épisodes qui sont en ligne, mais tout n'est pas en ligne apparemment. Une sorcière chez les mages? Alors il y a une sorte de pirate surtout. Il y a des pirates. Ah oui, là, vous avez fait on a fait des pirates. On a dans notre équipe, on a un cochon qui s'appelle Saucisse, qui est assez incroyable. Il parle ou pas? Il parle. Non, il parle pas. Mais on monnaie des bouts de gras pour. Donc il est un peu démembré par endroits pour se faire offrir des trucs par des gens. Voilà. Je te préviens que dans Aria, il y a une république d'animaux intelligents. Donc sois on les a pas encore croisés. Saucisse, c'est notre ami. Hein, on le garde en vie. Ouais, c'est un cochon de tronc, mais à part ça, il a envie. Non, il peut marcher. Il marche. Le seul intérêt, c'est qu'il faut qu'il marche. Mais voilà, JDR Academy, et Pourquoi Buffy c'est génial. N'hésitez pas à aller écouter. Toujours pas d'épisode hors série sur Firefly. Non, mais parce qu'on fait plus d'hors série, mais un jour peut-être. Bon, voilà, j'aurais tenté en direct, c'est pas grave. Nico, moi, je suis en train je croule sous le boulot, mais j'ai des projets quand même, dont certains impliquent des alexandrins à faire. Voilà. Mais on en reparlera en off. On en reparlera. Bah, Fibre, à Alors, toi. je vais faire de la pub, pas pour moi, mais pour 2 initiatives concernant les Mystérieuses Cités d'Or. Alors, n'y allez pas tout de suite, mais dans un mois, mais parce qu'en fait, le site est tombé, je crois, mais peut-être qu'il marche. Legrandhéritage.net, qui centralise toutes les ressources sur les Mystérieuses Cités d'Or, et notamment, dans lequel il y a une mail list qui, je vous avoue, effectivement, depuis 20 ans, n'est plus trop actif, parce qu'il n'y a plus trop d'actu, et la saison 2 nous a bien rafraîchi, mais parfois on parle de Mystérieuses Cités d'Or, et aussi les musiques sont très belles, vous pouvez les trouver partout, et il y a un certain Booba, il s'appelle Booba, j'en sais rien, un des deux, tu vois, son nom, qui a fait des réorchestrations officielles. Vous pouvez acheter le CD à la Fnac, mais il a fait encore plus que ça, il a dit what if la saison 1 était infinie, et il se passe d'autres choses, et il a fait d'autres thèmes musicaux, d'autres musiques d'ambiance, dans le style des Mystérieuses Cités d'Or. Et c'est vraiment, il y a genre 40 musiques, quoi. Et c'est trop bien. Donc, si vous voulez imaginer ces épisodes qui ne sont jamais sortis, n'hésitez pas. Alors, où est-ce qu'il faut les retrouver? Il faut taper sur Google réorchestration Mystérieuses Cités d'Or. Voilà. Trop bien. Ça me rappelle un truc qui a été fait, mais pareillement, mais pour Ulysse 31. Je sais pas si tu as entendu parler. Je crois que ça doit être le même gars qui a dû faire ça. Alors, le mec s'appelle Parallax. Ah, ok, non. Et là, il s'est contenté de refaire la bande-son. C'était un prof qui a été étudié et aidé par certains de ses étudiants. Réécouter ça en HD, c'est assez fascinant. Ok, c'est trouvé sur Spotify? Je ne sais pas. Bon, moi, Parallax. J'ai acheté le truc. Ok, cool. Et donc, reco complémentaire. Et donc, on te retrouve dans Game of Thrones. Oui, voilà, vous tapez Fibretrix si vous voulez en savoir plus, mais si vous devez consacrer du temps, consacrez-le au Mystérieuses. C'est très aimable à toi. Très vite de mon côté, pas moins de 2 nouveaux numéros Dommages Collatéral qui arrivent vite, et notamment un au tout début de l'année prochaine, pour faire suite à l'émission sur les Wachowski. En janvier aussi, on mettra le numéro d'éléments déclencheurs que tu nous as accordé, Fibre, donc ce sera en janvier.
Ils suivent 2 épisodes qui ont été mis en ligne un peu plus tôt dans l'année, respectivement sur Bruno Catala et Marc Simonetti. Et après tout ça, mais sans doute en février, on aura droit au prochain numéro d'On n'est pas trop vieux, qui portera sur Les Dents de la Mer. Oui, j'avais dit qu'on arrêterait les films des années 80, bon là 75 en l'occurrence, mais c'était un des derniers films que je voulais traiter avant éventuellement de laisser le choix des sujets à vous, les auditeurs. Donc on en reparlera le moment venu. Je vous invite toujours, comme toujours, à écouter ce que font les copains du label Bonus Tracks, hein, et pas que l'émission de Sartman. N'hésitez pas à faire un petit retour sur ce podcast sur les plateformes, hein, si le cœur vous en dit, on vous remercie. Dernière question, est-ce que vous avez une idée de la musique qu'on utilise pour terminer l'épisode? Est-ce que vous avez des suggestions ou je tape dans la bande-son qui est de façon extraordinaire? Moi, alors, que ce soit le morceau, ce sera génial. Alors, j'aime bien Les Aventures électroniques. Le morceau qui s'intitule Les Aventures électroniques dans les Mystérieuses Cités d'Or. D'accord. Voilà. Écoute, je vais repasser derrière et je pense que ça va être. Il y en a plein. Le vol du Condor est magnifique. Ouais, mais de toute façon, il y en a quelques-unes qui vont illustrer. Je crois que c'est la colère des Incas, ça. Mais ouais, en naviguant, enfin, ils sont tous beaux, mais effectivement, rappelons aussi que les Mystérieuses Cités d'Or, je suis désolé. Tous les personnages ont un thème musical. Tao a un thème musical, Zeya a un thème musical, etc. Donc un peu la Spielberg. Mais mon préféré, enfin, il est très dynamique, Les Aventures électroniques. D'accord. Écoute, ce sera sans doute ça. De toute façon, cet épisode a été ponctué d'autres. Est-ce que à la fin, tu peux coller un petit au revoir, à bientôt de Jean Topard? Écoute, je ferai ça. Compte sur moi. Ah ouais. Il va être sublime ce podcast. Merci les garçons, merci les auditeurs, les auditrices. À plus tard. Merci, au revoir. Salut. C'est cool. On a fait 1h20. Très bien. Oui, c'est ça. Bon, t'as vu, je suis très fan. J'ai tout lâché. Moi, je l'ai pas formulé comme ça, mais je me disais, tiens, un truc acceptable, tu vois, pour les parents, parce que tu vois, c'est sans violence, et en plus, t'as une séquence pédagogique à la fin. Mais je l'ai pas dit, mais c'est ma mère qui m'a fait découvrir ça, en fait. Ouais, elle a toléré le truc, c'est-à-dire que, voilà, elle montrait ça, et puis, et on chantait la chanson. Non, j'ai des souvenirs très émouvants de ça, quoi. Franchement. Je l'ai pas dit, tiens, j'ai pas pensé. Bah, non, mais ça enregistre encore, donc ce sera le bonus de ça. D'ailleurs, je vais couper. Les cités d'or peuvent être cachées dans les endroits les plus inattendus. Esteban parviendra-t-il à les retrouver? Suivons-le dans sa recherche. Au revoir et à bientôt.